Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Alors je suis en vacances. On va faire quand même une vidéo sur le diagnostic de troubles du spectre autistique. Il y a une chose qui est terrible dans ce diagnostic, c'est qu'il y a une idée reçue qui est que c'est un diagnostic hyper compliqué, hyper technique, qui ne peut être fait que dans un centre de ressources autisme. C'est pas du tout vrai. Et le problème de cette idée, c'est que du coup, les gens se tournent vers ce type d'organismes qui sont très utiles, mais dont je dirais la raison d'être, c'est d'être des centres experts dans les situations qui nécessitent une expertise, donc des situations qui sont très complexes, très subtiles, très délicates. Et c'est une écrasante minorité des gens souffrant d'un diagnostic de trouble du spectre autistique. Donc, première notion dans cette vidéo que je voulais vraiment mettre en avant, c'est non, le diagnostic de trouble du spectre autistique n'est pas un diagnostic d'expert, c'est un diagnostic de psychiatre lambda ou de généraliste bien formé, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est un diagnostic de docteur, quoi, pour faire ça. C'est un diagnostic qui est clinique, qui nécessite de passer des échelles que dans des cas complexes, et pas du tout dans l'écrasante majorité des cas. Donc, il faut raison garder et il faut que les médecins ne renvoient pas systématiquement vers l'ECRA sous la pression de patients qui disent « Ah ouais, mais non, mais moi, le diagnostic pour moi, il est valable que s'il est fait dans un CRA ». Et il faut aussi que certaines MDPH, peut-être, certaines maisons départementales pour les personnes handicapées, arrêtent d'exiger des diagnostics faits par l'ECRA pour pouvoir valider un handicap dans le cadre d'un trouble du spectre autistique. Ça n'a pas de sens. Bon, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on va s'attacher à lire le DSM, qui est un outil possible dans le diagnostic du trouble du spectre autistique. C'est celui en tout cas qui est utilisé dans la recherche. Donc pour décider s'il y a un patient ou pas sous un trouble du spectre autistique, ce sont ces critères-là qui sont utilisés et qui permettent d'inclure ou pas les patients dans les études. Donc on va s'intéresser à ces critères-là et vous allez voir que bon, c'est compliqué quand même. C'est compliqué parce que bon, avant vous aviez plein de sortes différentes de ce qu'on appelle aujourd'hui autisme, qui donc maintenant aujourd'hui est rassemblé sous le terme de trouble du spectre autistique. Vous aviez les troubles de type Asperger, qui était un autisme avec un fonctionnement cognitif, donc un autisme sans retard mental, avec un fonctionnement cognitif normal. Vous aviez les troubles envahissants du développement, enfin, vous aviez plein de choses possibles et qui sont maintenant tous sous la même bannière du trouble du spectre de l'autisme. Alors vous allez voir que c'est un problème parce que déjà qu'avant c'était un peu limite, alors maintenant les critères sont devenus extrêmement larges. En gros, il y en a deux principaux, c'est pas vraiment des symptômes, c'est deux processus cognitifs, voilà, pour rentrer dans les critères diagnostiques du trouble du spectre autistique. Et vous allez voir qu'en plus d'en avoir que deux, ils sont extrêmement larges. Et vous allez voir que finalement, énormément de gens peuvent remplir les critères, même pris de manière stricte. C'est-à-dire que souvent, on regarde les critères diagnostiques de telle maladie, on se dit ah, ça c'est moi, mais en fait, voilà, on n'a pas regardé les subtilités, les conditions, voilà. Là, vraiment, en étant très exigeant sur ce que dit le DSM, et bien finalement, il y a énormément de gens qui peuvent rentrer dans ces critères diagnostiques. Et donc ça, c'est vraiment un souci dans la mesure où, en plus de ça, ces critères ne sont, selon moi, pas suffisamment spécifiques pour, comment dirais-je, faire la différence entre des troubles qui se soignent assez facilement, notamment les troubles anxieux, le TDAH, et un autisme, voilà, selon ces critères-là. C'est-à-dire que, selon moi, il peut être assez facile pour quelqu'un qui souffre d'un trouble anxieux, notamment d'un trouble obsessionnel, de rentrer dans les critères du trouble du spectre autistique. Or, le problème, c'est que derrière, la prise en charge n'est pas du tout la même. Pareil, pour quelqu'un qui a un TDAH, il est assez facile de rentrer dans les critères de trouble du spectre autistique. Or, la prise en charge n'est pas du tout la même. C'est-à-dire que les troubles du spectre autistique sont quand même une impasse thérapeutique majeure. C'est-à-dire que les résultats obtenus avec les prises en charge spécifiques des troubles du spectre autistique ne sont en aucun cas comparables avec les résultats obtenus avec la prise en charge d'un trouble anxieux ou d'un trouble obsessionnel. Or, si on prend l'un pour l'autre, ça peut être délicat. Donc, on va en parler. Alors, on prend les critères du DSM-5. Donc, critère A, critère B, c'est vraiment les deux critères principaux. On verra les autres, mais retenez bien que les deux
symptômes, les deux symptomatologies du trouble du spectre autistique, c'est le critère A, le critère B. Donc, critère A, déficit. Donc, déficit, ça veut dire il me manque quelque chose. Persistant. Persistant, ça veut dire c'est pas un jour sur 5. C'est pas depuis 15 jours. C'est un truc qui dure depuis longtemps et qui est quand même relativement chronique. Donc, déficit persistant dans la communication. Communication, c'est large. Hein. Bon. Et les interactions sociales. Bon, c'est presque se répéter, mais bon, pourquoi pas. Hein, les interactions sociales, c'est comment j'interagis, comment je communique avec les autres. Observer dans des contextes variés. Ok, donc il ne faut pas que ce soit que, par exemple, que au travail. Il ne faut pas que ce soit que à la maison. Il faut que ce soit dans plusieurs contextes différents. Donc, un déficit persistant de la communication et des interactions sociales observé dans des contextes variés. Alors là, prenez un anxieux, même un phobique, il est déjà dedans. Hein. Ceux-ci peuvent se manifester par les éléments suivants, soit au cours de la période actuelle, donc c'est je souffre actuellement des symptômes, soit dans les antécédents, c'est-à-dire je n'en souffre plus aujourd'hui, mais j'en ai souffert à une époque. C'est-à-dire si j'ai souffert à une époque d'une phobie sociale, d'un trouble anxieux généralisé, vous allez voir un trouble obsessionnel, je rentre dans les cases. Donc les exemples sont illustratifs et non exhaustifs. Alors, dans le critère A, petit 1, déficit de la réciprocité sociale ou émotionnelle. Donc déficit, manque. De la réciprocité sociale ou émotionnelle, c'est-à-dire des capacités d'empathie et de théorie de l'esprit. J'ai fait des vidéos là-dessus, je vous invite à aller les regarder. Mais en gros, pour faire simple, c'est une difficulté plus grande que la moyenne et problématique de se représenter les états mentaux des autres. Est-ce qu'ils sont tristes, est-ce qu'ils sont joyeux, est-ce qu'ils sont contents, est-ce qu'ils ne sont pas contents, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser, etc. L'être humain, naturellement, a des capacités de entre guillemets, lire dans les pensées, c'est-à-dire voir si quelqu'un est « tiens, là, il est un peu bougon, quand il fait ça, à mon avis, c'est que ceci, c'est que cela ». Vous voyez, on a une capacité de compréhension des états émotionnels des autres, ce qui nous permet aussi d'avoir de l'empathie. Hein. Donc, puisque je suis capable de me rendre compte que quelqu'un souffre ou que quelqu'un est joyeux, eh bien, je suis capable de ressentir en moi, et c'est ça l'empathie, je ressens en moi ce que l'autre est en train de ressentir. Je suis syntone, je suis en réciprocité, en harmonie avec l'autre. Bon. Donc là, il y a un déficit dans ce domaine-là. Bon, ça fait du monde. Hein. Ça fait du monde. Donc, allant par exemple, des anomalies de l'approche sociale, donc j'ai du mal, par exemple, à aller vers les autres pour leur dire bonjour, pour communiquer avec eux, et d'une incapacité à la conversation bidirectionnelle normale, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient me parler ou quand je vais parler à quelqu'un, il n'y a pas de fluidité dans le discours, je ne suis pas capable de faire une sorte de ping-pong verbal, a des difficultés à partager les intérêts. Donc par exemple, je suis intéressé par ceci ou par cela, j'ai du mal à partager mes centres d'intérêt avec les autres, ou j'ai du mal à m'intéresser aux centres d'intérêt des autres. Les émotions et les affects, donc j'ai du mal aussi à partager mes émotions, mes sentiments, ou j'ai du mal à reconnaître chez l'autre ses émotions, ses sentiments, jusqu'à une incapacité, donc ça c'est le niveau entre guillemets maximum, d'initier des interactions sociales ou d'y répondre. C'est-à-dire je suis même plus capable de dire bonjour à quelqu'un, ou je suis même pas capable de répondre quand quelqu'un vient vers moi. Bon, ça c'est le stade extrêmement élevé. Donc là, ce sont des exemples. Hein. Ce sont des exemples, il ne faut pas avoir du tout ça pour entrer dans le critère. Voilà, il suffit d'avoir un déficit en réciprocité sociale ou émotionnelle, même léger, c'est-à-dire d'être mal à l'aise, par exemple, en situation sociale au travail et en soirée. Donc ça fait deux endroits différents. Hein. Si je suis pas à l'aise au boulot et pas à l'aise en soirée, que j'ai du mal à aller vers les autres, que j'ai du mal à communiquer avec les autres, etc., et ben ça y est, je rentre déjà dans le critère. Bon. Dans le critère 1 du critère A. Critère 2 du critère A, déficit des comportements de communication non verbaux utilisés au cours des interactions sociales. Donc déficit, manque. Des comportements de communication non verbaux, donc par exemple, je sais pas, le non-verbal, un sourire c'est non-verbal, faire un câlin c'est non-verbal, des expressions du visage c'est non-verbal, etc. Donc déficit dans ces comportements de communication non verbaux, utilisés au cours des interactions sociales, bon donc je sais pas, à la maison, en soirée, ou je sais pas quoi, allant par exemple, d'une intégration défectueuse entre communication verbale et non verbale. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que quelqu'un me dit quelque chose, j'analyse le discours de la personne comme étant par exemple positive, bienveillante, mais je trouve que l'expression du visage
ne correspond pas au discours que j'ai compris. Et donc, j'ai un déficit d'intégration entre la communication verbale et non verbale. Donc, à des anomalies de contact visuel et de langage du corps, donc par exemple, je ne regarde pas droit dans les yeux, quand on me dit bonjour, je dis bonjour, mais je recule en même temps que je dis bonjour, enfin, vous voyez, donc des anomalies comportementales ou visuelles, à des déficits dans la compréhension et l'utilisation des gestes, donc tiens, pourquoi il me tend la main, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, c'est des exemples, hein. Il ouvre les bras, pourquoi il ouvre les bras, est-ce que c'est pour me faire un câlin, est-ce que c'est pour autre chose, etc. Et donc ça peut aller jusqu'à une absence totale d'expression faciale et de communication non verbale. Donc par exemple, je suis incapable d'ouvrir les bras pour faire un câlin, je suis incapable de sourire ou d'exprimer ma joie quand je suis joyeux ou d'exprimer ma tristesse quand je suis triste. Bon. Donc ça c'était le critère A. Bon, c'est quand même... là on fait rentrer une grosse partie des anxieux. L'anxiété, je vous rappelle, c'est 12%. Les troubles anxieux au sens psychiatrique du terme, c'est 12% de la population. Ça commence à faire du monde. Donc le critère A, vous avez une grosse partie des patients souffrant d'un trouble anxieux, ou même d'un TDAH d'ailleurs, avec le déficit qu'on connaît dans le TDAH, dans les compétences sociales qui peut exister. Hein. Donc vous rentrez complètement dedans. Critère B. Donc il faut avoir les deux. Hein. Donc pour l'instant, on peut se dire, ah bah oui, mais attendez, le critère B, il va être très dur, vous allez voir, rien à voir, on va éjecter tout le monde. Non, vous allez voir. Vous allez voir qu'il n'est pas très difficile, le critère B. Caractère restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités, comme en témoignent au moins 2 des éléments suivants, soit au cours de la période actuelle, soit dans les antécédents. Donc en gros, vous avez 4 éléments qu'on va citer, il faut en avoir au moins 2 dans les 4, et si on a au moins 2 dans les 4, on a le critère B, et c'est donc ça y est, si on a A en plus, on a un trouble du spectre autistique. Bon. Donc caractère restreint et répétitif des comportements. Par exemple, je sais pas moi, quand je suis petit, j'aligne les voitures, je sais pas moi, les comportements, je toque toujours 6 fois de suite à la porte avant de rentrer. Voilà, des comportements restreints et répétitifs, c'est-à-dire qui concernent finalement peu d'éléments et toujours fait de la même manière. Bon. Des intérêts ou des activités, donc les intérêts restreints ou répétitifs, je sais pas, moi je m'intéresse qu'aux voitures produites entre 1970 et 1972 dans les usines françaises. Voilà, par exemple, j'ai dit n'importe quoi, hein, j'essaie d'inventer au fur et à mesure. Ou des activités, donc par exemple, je ne fais que du parapente et je ne fais à peu près que ça dans ma vie et tout mon temps est consacré au parapente. Bon. Donc, comme en témoigne au moins 2 des éléments parmi les 4, hein, et c'est toujours ce critère de dire au cours de la période actuelle, donc ça peut être en ce moment, mais ça peut aussi, vous pouvez aussi ne pas avoir ces symptômes en ce moment et juste les avoir eu dans le passé. Hein, donc, dans la période actuelle ou dans les antécédents. Donc, les 4 points. Hein, donc, je vous rappelle qu'il en faut 2 sur 4 pour avoir le critère B. Caractère stéréotypé ou répétitif des mouvements. Donc, par exemple, je fais toujours de la même manière, je tapote 4 fois sur la table avant de manger avec ma fourchette. Voilà, et de la main droite. Bon, c'est stéréotypé, c'est répétitif d'un mouvement. Bon, ça... On peut aussi appeler ça un TOC, hein. Pour rappel. Hein. Donc on a un trouble anxieux, quoi. De l'utilisation des objets ou du langage. Donc les langages, ça peut être, je répète toujours une même phrase qui plaisait de la ville et du monde. Voilà, c'est un peu idiosyncrasique, mais voilà. Donc par exemple, donc stéréotypie motrice simple. Donc je vous dis tapoter sur un truc. Activité d'alignement de jouets ou de rotation des objets, écholalie, donc l'écholalie c'est répéter ce qu'on entend, ou phrase idiosyncrasique, donc ça c'est un exemple que je vous ai donné, si je répète 30 fois par jour qui plaisait de la ville et du monde, bon, voilà. Je rentre dans le critère sans aucun problème. Donc les gens un peu obsessionnels, hein, ils ont ce critère 1 sans aucun problème. Vraiment, on va le retrouver chez une grande partie des gens ayant un trouble obsessionnel, donc un trouble anxieux. Deuxième
Deuxième point sur les 4, intolérance au changement, adhésion inflexible à des routines ou à des modes comportementaux, verbaux ou non-verbaux ritualisés. Par exemple, détresse extrême provoquée par des changements mineurs. Donc par exemple, d'habitude, quand on prend cette route, on tourne à droite au rond-point, et là on va tout droit. Et ça me stresse, ça m'énerve, je ne comprends pas pourquoi. Quand je suis jeune, admettons, hein, si je suis un enfant, je fais une crise, pourquoi on n'a pas tourné à droite, qu'est-ce qui se passe, voilà. Ce changement-là va m'angoisser. Difficulté à gérer les transitions, par exemple entre la maison et l'école, hein, pour un enfant, ou entre la maison et le boulot, pour un adulte. Mode de pensée rigide, bon, là il décrit l'obsessionnalité, ça tombe bien. Hein. Mode de pensée rigide, finalement, ça résume à peu près tout ce critère B, vous allez voir. Ritualisation des formules de salutation, donc je dis toujours la même chose exactement de la même manière à chaque fois que je vois quelqu'un ou que je m'en vais. Essayer de prendre le même chemin, ben voilà, bon, ça je viens de vous le dire, ou de manger les mêmes aliments tous les jours, donc je ne mange que des pâtes et des pommes de terre parce que je mange que des trucs beiges et qui doivent être des féculents. Bon. Donc là, en gros, pour avoir le deuxième point, il suffit d'être obsessionnel, et vous avez aussi ce deuxième point. Donc si vous êtes un peu ops, ça y est, vous avez 2 des points parmi les 4 du critère B, vous rentrez dans le critère B. Et si vous essayez de rentrer dans le critère A de tout à l'heure, eh ben vous allez voir que, bon, on parlera du critère C, D, E, mais vous allez voir que ça y est, vous avez un trouble du spectre autistique. Ou même si vous ne l'êtes pas actuellement, mais que vous l'avez été et que vous en souffrez encore. Bon. Troisième point parmi les 4 points du critère B, intérêt extrêmement restreint et fixe, anormaux, soit dans leur intensité, soit dans leur but. Donc par exemple, attachement à des objets insolites, ou préoccupation à propos de ce type d'objet, intérêt excessivement circonscrit ou persévérant. Donc on va prendre, je vais vous donner un exemple plus parlant que leur phrase alambiquée. Eh bien, je suis intéressé par les chaussettes bleues en lin, mais pas vraiment par les chaussettes, hein, par la production de ces chaussettes dans les années 90, dans certaines usines au Tadjikistan. Et je vais me renseigner à fond là-dessus, et je vais être une encyclopédie de la production de chaussettes bleues au Tadjikistan. Bon, je prends un truc extrême pour juste que vous compreniez l'idée. Donc c'est un intérêt restreint et fixe. Mais ça peut être autre chose. Ça peut être, je ne sais pas moi, je suis passionné des petits trains, des locomotives électriques de petits trains, et je passe énormément de temps à me renseigner là-dessus, et je suis passionné par ça, et j'essaie de les construire moi-même. Et donc c'est un intérêt extrêmement restreint et fixe depuis 2 ans, 3 ans. Ça y est, vous rentrez dans le critère. Vous êtes passionné des petits trains électriques, vous rentrez dans le critère. D'accord ? Parce que l'intensité, elle est très élevée. Voilà, donc vous rentrez dans le critère. Et bon, le but, il n'est pas forcément évident. Voilà. Mais de toute façon, il suffit d'avoir juste l'intensité élevée. Il n'y a pas besoin que le but soit absurde. Juste si l'intensité est élevée, dans les critères du DSM, vous rentrez dedans. Donc ça y est, vous avez un 3e point. 4e point, hyper, donc plus ou hypo, moins réactivité. Donc, je suis plus ou moins réactif aux stimulations sensorielles, donc au bruit, aux odeurs, au goût, à tout ce que vous voulez. Ou alors, j'ai un intérêt inhabituel pour des aspects sensoriels de l'environnement. Donc, même si je ne suis pas hypo ou hypersensible à des choses, il suffit que je m'intéresse de manière inhabituelle. C'est génial, hein, inhabituelle. Allez le définir, l'inhabituel. Pour les aspects sensoriels de l'environnement, donc par exemple la température, je sais pas moi, je suis très intéressé par la texture de certains bois résineux. Voilà. Quand je les touche, ça me fait plaisir et du coup, je m'intéresse vachement à ce truc-là et je suis très sensible au toucher des bois résineux. Et donc, chaque fois que je vais voir quelque chose en bois, je vais toucher. Voilà. Donc ça peut être un exemple. Donc, eux, ils disent par exemple indifférence apparente à la douleur ou aux températures. Donc, ça, c'est hyporéactivité. Réaction négative à des sons ou à des textures spécifiques. Donc, ça, c'est hyperréactivité. Action de flairer, donc de sentir ou de toucher excessif mouvement. OK. Bon, voilà, si vous avez un TDAH, si vous avez un trouble obsessionnel, encore une fois, vous êtes dedans. Vous êtes dedans. Bon. Ok, alors, donc on dit bien, hein, critère A, critère B, ce sont la diade des
des troubles du spectre autistique avec leur définition moderne. Donc si vous avez les deux, vous commencez à avoir le droit de parler de troubles du spectre autistique. Critère C, les symptômes doivent être présents dès les étapes précoces du développement. Donc il faut que ces choses-là, dont on vient de parler, le critère A et B, apparaissent quand même relativement tôt, entre 0 et 5-6 ans, on va dire. Après, ils ne sont pas nécessairement, donc je continue à lire, mais ils ne sont pas nécessairement pleinement manifestes avant que les demandes sociales n'excèdent les capacités limitées de la personne, ou ils peuvent être masqués plus tard dans la vie par des stratégies apprises. Donc pareil, là, ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes pour dire, oui, le critère C est bon. D, les symptômes occasionnent un retentissement cliniquement significatif, donc ça c'est le critère de bon sens du DSM, donc sur le fonctionnement social, scolaire, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Donc ça évidemment, en gros ça veut dire que quand il y a un problème, il y a un problème, quand il n'y a pas de problème, vous avez beau avoir tous les critères du monde, vous n'avez pas de problème. Donc ça c'est le critère le plus important pour faire un diagnostic en psychiatrie. Vous pouvez cocher tous les critères que vous voulez, si ça va, si ça n'a pas un impact important négatif sur votre vie, eh ben, vous n'avez pas le trouble en question. Vous pouvez tout cocher, vous n'avez pas de trouble du spectre autistique. Si ça va. Critère E, ces troubles ne sont pas mieux expliqués par un handicap intellectuel ou un retard global de développement, ça ok. La déficience intellectuelle et le trouble du spectre autistique sont fréquemment associés, c'est vrai. Pour permettre un diagnostic de comorbidité entre un trouble du spectre autistique et un handicap intellectuel, l'altération de la communication sociale doit être supérieure à ce qui serait attendu pour le niveau de développement général. Voilà. Bon, on s'en fout, c'est un détail. Voilà. Donc vous voyez, voilà, ça y est, on a fini les critères de trouble du spectre autistique. Donc quelqu'un qui est un petit peu entraîné, qui est un professionnel, qui est psychiatre, qui voit beaucoup de gens, il est tout à fait capable de dire si quelqu'un rentre dans ces cases ou pas avec un entretien clinique, c'est-à-dire en discutant simplement avec la personne, en faisant venir, moi c'est ce que je conseille, c'est ce que je fais au maximum, quand c'est possible, des gens de la famille, des gens qui l'ont connu plus jeune, des gens qui le connaissent actuellement, avoir du recul, etc. Mais voilà, il n'y a pas besoin d'aller dans un centre de ressources autisme pour faire 90% des diagnostics de troubles du spectre autistique. Alors moi, ce qui m'embête quand même avec ces critères, c'est qu'ils sont, comme vous l'avez vu, extrêmement larges, mais vraiment, je veux dire, pour s'ouvrir d'un trouble d'une schizophrénie, par exemple, il va falloir cocher des critères, je veux dire, des vrais critères, quoi, sérieux, bon, selon le DSM. Hein. Je sais pas moi, souffrir d'une dépression, il y a quand même aussi des critères assez sérieux. Là, il y a deux critères qui ne sont en rien pathognomoniques du trouble, c'est-à-dire qu'ils ne sont en aucun cas spécifiques du trouble du spectre autistique, c'est-à-dire que les symptômes, on les retrouve dans plein d'autres troubles, en particulier dans le TDAH et dans le trouble anxieux, et je vous laisse deviner quelles sont les deux comorbidités les plus fréquentes du trouble du spectre autistique qui touchent plus d'un patient sur deux, le TDAH et le trouble anxieux. Donc finalement, dans les critères diagnostiques du trouble du spectre autistique, vous avez des symptômes qu'on retrouve aussi dans le TDAH et dans le trouble anxieux, et on sait que les troubles les plus fréquemment associés au trouble du spectre autistique sont le TDAH et le trouble anxieux. Comment on fait la différence? Et c'est là où c'est un petit peu... Il faut être extrêmement vigilant. Quand on fait un diagnostic de trouble du spectre autistique, c'est très bien de le faire, c'est important pour les gens de pouvoir se dire qu'ils rentrent dans une case, que ce qu'ils ont, c'est pas inventé, qu'il y a des docteurs qui ont décrit ces troubles-là, qu'il y a de la recherche là-dessus, ça c'est fondamental parce que ça les déculpabilise et c'est vrai, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Il faut faire ce diagnostic, mais il faut aussi faire un travail considérable de pédagogie pour expliquer aux patients que ces symptômes-là peuvent se retrouver dans d'autres troubles et qu'il est important de screener, d'évaluer la présence de ces autres troubles parce que, à la différence du trouble du spectre autistique, les troubles anxieux et le TDAH se soignent. Et soignent plutôt très bien, en fait, selon la littérature scientifique. C'est-à-dire que les résultats sont vraiment très très bons pour une grande majorité de patients. Pas pour tous, évidemment, mais pour une très grande majorité de patients. Je vous ai fait une histoire de Père Castor racontant une histoire avec un patient qui souffre d'un trouble du spectre autistique diagnostiqué par un CRA, enfin diagnostiqué dans un CRA, et qui souffrait d'un TDAH et d'un trouble anxieux associé. Et je peux vous garantir que chez ces patients-là, traiter ces deux comorbidités, ça change considérablement la qualité de vie des patients, et ça peut leur permettre de ne plus scorer,
enfin de ne plus rentrer dans les critères de troubles du spectre autistique. On n'aura pas traité, on n'aura pas guéri le trouble du spectre autistique, ce serait absurde de dire ça, puisque selon la littérature scientifique, ça ne se soigne pas. Mais le patient aura une qualité de vie suffisamment bonne pour ne plus rentrer dans le critère, qui est, je ne sais plus lequel, le D, enfin le critère de bon sens sur voilà, le retentissement, les aspects négatifs que ça impacte, les impacts négatifs que ça a sur sa vie. Eh bien, en traitant les comorbidités, on a un certain nombre de patients souffrant d'authentiques troubles du spectre autistique au sens de la définition actuelle, qui ne vont plus remplir ces critères D et qui donc, au sens strict du terme, ne souffriront plus d'un trouble du spectre autistique. Alors évidemment, leur fonctionnement cognitif de base sera toujours différent de la moyenne des gens, sans aucun doute. Sauf que ça, c'est une richesse, à vrai dire. Cette neurodiversité, elle est fondamentale. C'est un peu comme dans le TDAH, si vous voulez. C'est-à-dire que le TDAH, c'est pas une maladie. Dans un contexte donné, le même patient, exactement le même, avec les mêmes symptômes, va soit en souffrir, soit va en bénéficier. C'est-à-dire qu'il peut bénéficier de son TDAH. Le problème dans le TDAH, c'est le terme de trouble. Parce que là, ce ne sera pas un trouble, ça va être une qualité. J'ai des patients qui sont photographes, je leur dis très souvent, ne prenez pas le traitement contre le TDAH quand vous faites de la photo. Vous serez moins performant. Votre TDAH vous permet d'être beaucoup plus performant quand vous faites de la photo. Donc voilà, j'ai des patients qui font de la chasse, je leur dis, mais ne prenez surtout pas le traitement pendant que vous faites de la chasse. Si c'est fait dans des conditions de sécurité optimum, vous serez plus performant en tant que chasseur. Voilà, après, on est pour ou contre la chasse, c'est un autre débat, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est de faire comprendre le truc. Et ben pour les troubles du spectre autistique, il faut comprendre aussi qu'en fonction du contexte donné, ça peut être un handicap, mais ça peut aussi être une qualité. Là, il y a eu toute l'histoire de Greta Thunberg, là, qui est cette jeune adolescente qui a souffert en tout cas d'un trouble du spectre autistique. Et cette jeune femme-là, je veux dire, elle est aidée par son trouble du spectre autistique dans le combat qu'elle mène, et qui est un très beau combat. Alors après, moi je ne sais pas en détail ce qu'elle dit, si c'est bien ou pas. Moi ce que je sais apparemment, c'est qu'elle dit que ce que dit la science. Alors évidemment, pour moi, vous connaissez la chaîne, je suis plutôt un scientifique, voilà, donc c'est quelqu'un qui ne fait que dire haut et fort ce que dit la science. Je trouve ça très bien. Et si à 16 ans, elle est capable de s'intéresser à tout ça en détail, peut-être qu'elle est aussi aidée par ces symptômes que vous avez vus dans le DSM, mais qui ont un revers. C'est-à-dire que oui, on peut en souffrir de ces symptômes, mais ça peut aussi être une très grande chance. Donc ça dépend beaucoup du contexte. Ça dépend beaucoup du contexte. Donc il y a tout ce travail de pédagogie à faire. Un, sur les comorbidités. S'il y en a, il faut les traiter et ça peut vraiment améliorer la qualité de vie des gens. Et deux, sur l'environnement. C'est-à-dire que ce qui peut poser problème dans un contexte donné peut, dans un autre environnement, être une chance en termes de symptomatologie. Donc, voilà. Trouble du spectre autistique, il faut faire le diagnostic, c'est un diagnostic intéressant, mais il faut regarder les comorbidités, il faut expliquer tout ça aux patients, il faut traiter les comorbidités, il faut expliquer que intrinsèquement, cette diversité neurologique qu'est ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles du spectre autistique n'est pas en soi intrinsèquement pathologique. Ça peut aussi être une chance. Ça ne l'est pas forcément, ça dépend dans quel environnement on est. Voilà. Donc, voilà, je pense que c'était important à préciser. Moi, l'autre problème que j'ai avec les troubles du spectre autistique, c'est que, en termes de recherche, la définition actuelle, selon moi, nous mène à une impasse. C'est-à-dire qu'elle est trop large pour pouvoir avoir des vrais résultats en génétique, notamment. Et je pense que si on veut progresser dans la génétique des troubles neurodéveloppementaux, et notamment le trouble du spectre autistique, il faut être beaucoup, beaucoup plus restreint, beaucoup plus exigeant dans le phénotypage, c'est-à-dire dans la caractérisation des symptômes, et non pas de s'intéresser à la génétique de l'autisme, mais il faut s'intéresser à la génétique de tel et tel point très précis à l'intérieur des troubles neurodéveloppementaux, en l'occurrence du trouble du spectre autistique. Donc, trouble du spectre autistique, c'est quand même une impasse thérapeutique. C'est quand même, selon moi, pris de manière globale, une impasse en termes conceptuels, mais c'est un diagnostic important qu'il faut faire, mais qui nécessite énormément de pédagogie auprès du patient, pour ne pas qu'il s'enferme là-dedans, parce qu'on a une partie de nos patients qui vont être soulagés par le diagnostic du trouble du spectre autistique, parce qu'ils vont vraiment se reconnaître dedans, et c'est très positif, mais qui vont du coup s'en créer une identité, c'est-à-dire qu'ils vont considérer qu'ils rentrent dans une sorte de tribu, dans une sorte d'identité,
et que ils vont avoir du mal à se sortir de ça. Et ça peut être préjudiciable pour leur évolution. Ça peut les enfermer. C'est comme quelqu'un à qui on dit qu'il souffre d'une schizophrénie, il va dire bah ouais, mais moi de toute façon je souffre d'une schizophrénie, donc je suis bon à rien. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Hein. Évidemment, c'est pas une bonne chose de souffrir d'une schizophrénie, personne n'est le contraire. Mais il ne faut pas s'enfermer dans un diagnostic et se dire bah, de toute façon voilà, je suis comme ça, c'est mon identité. Non, on est beaucoup plus que quelqu'un qui souffre d'une schizophrénie, on est beaucoup plus que quelqu'un qui a un fonctionnement de type trouble du spectre autistique. Ça ne définit pas un individu dans sa totalité, loin de là. Ça définit certaines de ses particularités cognitives qui peuvent, en l'occurrence, encore une fois, et je le répète, dans le trouble du spectre autistique, peuvent être dans un contexte donné qui est indépendant de l'individu, et malheureusement les individus ne choisissent pas ça, dans un contexte donné qui peut être une chance. Voilà, mais écoutez, on va juste finir sur le plan thérapeutique. Il n'y a pas sur le plan pharmacologique de prise en charge ayant montré une efficacité pour traiter les troubles du spectre autistique. Par contre, il y en a pour les comorbidités, à savoir encore une fois les deux plus fréquentes, le trouble anxieux, le TDAH. Il y en a d'autres, des comorbidités, j'ai fait des vidéos là-dessus. Je vous invite à aller regarder la playlist des troubles du spectre autistique pour connaître toutes ces comorbidités qui sont nombreuses. Sur le plan non pharmacologique, psychothérapeutique notamment, on n'a pas vraiment de niveau de preuve très élevé sur l'efficacité d'une psychothérapie ou d'une autre. Je vous ai fait une petite vidéo là sur une psychothérapie qui est basée sur... alors, pour faire simple, sur la musique, mais allez voir la vidéo parce que en fait, la musique c'est plus un média utilisé pour faire une psychothérapie que vraiment l'objectif final. Mais voilà, on n'a pas un niveau de preuve extraordinaire pour tout ça. Et donc, voilà, l'autisme en soi est plutôt une impasse thérapeutique. Mais encore une fois, on peut améliorer la qualité de vie de plein de patients en traitant leur comorbidité, les troubles associés fréquemment aux troubles du spectre autistique. Excusez-moi de m'être beaucoup répété, mais j'ai remarqué que ça passait quand même beaucoup mieux le message quand je faisais des circonvolutions, que je répétais, que je revenais sur des éléments, etc. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, ça nous aide énormément dans le référencement des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça nous aide beaucoup dans le référencement. Et surtout à mettre la petite cloche bleue pour les lives, notamment, puisque quand je fais un live, vous serez prévenu de la sortie du live uniquement si vous cochez cette petite cloche. Et puis surtout aussi, laissez des commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.